Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette seconde journée sur le CBD Expo avec notre journée de conférence. Et on va commencer avec une première conférence qui va parler de CBD et de cannabis, une confusion. On est toujours un peu dans cette confusion qui n'en finit pas dans les médias, chez le grand public, chez les responsables politiques. Qu'est-ce que vraiment le CBD? Qu'est-ce que vraiment le cannabis? On va essayer de comprendre depuis le début ce que ça signifie avec mes trois invités. Je suis avec Zoé Dubus. Bonjour. Bonjour, Je vais enchantée. vous laisser vous présenter. Enchantée. Alors moi je suis historienne de la médecine et je suis spécialisée dans l'histoire des psychotropes. Donc j'essaye de comprendre comment ces produits qui étaient à l'origine des médicaments sont devenus dans nos représentations des drogues très dangereuses et notamment du point de vue médical, pourquoi on les a abandonnés et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse à nouveau à leurs propriétés thérapeutiques. Parfait, on verra tout ça avec vous. Et Dr Lovenstein, bonjour. Je vais vous laisser vous Bonjour. présenter également. Bonjour, donc je suis médecin de formation interniste. J'ai commencé à mal tourner en m'occupant de l'intersection sida-toxicomanie et c'est allé de plus en plus mal puisque je suis devenu addictologue Ouh là là. à la fin des années 90, c'est vous dire, en essayant de développer, c'est mon but, la médecine des addictions dans ce pays. Ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas encore une médecine reconnue alors qu'elle nous concerne évidemment tous et que ça soit la prévention, le soin ou la réduction des risques. Il y a beaucoup de choses dans la sphère sanitaire que nous pouvons maintenant adosser à la médecine et à la science et peut-être pour nous extraire aussi de la seule et simple répression sur ces sujets-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Également à vos côtés, Alexis Channebeau, historien du chanvre. Je vais vous laisser aussi vous présenter en quelques mots. D'accord. Alors moi, je me suis intéressé au chanvre quand Internet est arrivé vers l'an 2000. On a pu enfin savoir ce qu'était cette plante vraiment, parce que tous les écrits étaient vraiment presque tabous. Aux États-Unis, d'ailleurs, Ronald Reagan avait supprimé tous les cursus sur le chanvre et le cannabis. Donc il y a vraiment eu une diabolisation effective. Et donc moi, je me suis aperçu en faisant mes recherches que le chanvre, c'était la matière première, le moteur de nos civilisations d'avant, c'est-à-dire les cordes et les voiles des bateaux pour le commerce maritime, etc., les grandes explorations, la découverte de l'Amérique. Et donc nous vivions dans le monde du chanvre avant, les textiles, les draps, les oreillers, les vêtements, la trame des tapis, les pansements, ça s'appelait des plumasseaux à l'époque, etc., etc. Je ne pourrais pas m'arrêter d'en parler. Merci. On en parlera plus en détail. Alors, avant de parler de l'histoire avec Zoé, j'aimerais poser d'abord juste une question au Dr Lovenstein pour définir le CBD. Est-ce que vous pouvez, parce qu'on n'en a pas parlé encore sur ce salon, nous donner une définition médicale? Alors, une définition du CBD, c'est d'abord de rappeler que c'est une des nombreuses molécules contenues dans une plante qui en effet s'appelle cannabis, d'où la confusion, c'est-à-dire comment une molécule est assimilée à un ensemble. Le cannabis est une plante qui rassemble plusieurs centaines d'éléments, que ce soit dans la fleur, dans la tige, dans les graines, que ce soit donc ce qu'on appelle des cannabinoïdes. Et ce qui est intéressant, ce qui doit toujours être rappelé, c'est que ça soit pour les opiacés, que ce soit pour la cocaïne, que ce soit pour d'autres grandes histoires des psychotropes et de la médecine, si ces cannabinoïdes dans une plante nous intéressent, c'est parce que nous-mêmes, nous avons cette capacité de produire nos endocannabinoïdes, c'est-à-dire nos petites drogues à nous. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est toujours se rappeler que le principal producteur de drogue au monde est le cerveau humain. Très intéressant, merci beaucoup. Alors Zoé, on va partir maintenant dans les détails de notre thématique sur la confusion entre cannabis et CBD pour rappeler un petit peu cette histoire du cannabis. Allez, pourquoi pas vers le CBD avec vous, on va voir en tout cas c'est quoi cette genèse. On voudrait comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Alors on va partir de très loin puisqu'on va partir de la préhistoire. On sait que les psychotropes en général, donc opium, coca et cannabis, c'est des plantes qui sont utilisées par les populations humaines
depuis vraiment très longtemps. On a du mal à dater exactement parce que comme c'est des substances qui sont issues des plantes, c'est des traces qui sont périssables, donc on ne peut pas remonter très très loin, mais les premières traces d'usage du cannabis datent de plus de 10 000 ans, donc, avant Jésus-Christ, donc on sait que ça a vraiment accompagné depuis très longtemps l'aventure humaine. Les premiers traités de médecine égyptienne et chinoise mentionnent le cannabis immédiatement, donc dès les origines de l'écriture et dès les origines de la médecine, le cannabis est utilisé, donc c'est un anti-inflammatoire, c'est un antidouleur. On l'utilise par exemple pour les règles douloureuses déjà. Ça vient dans le traitement de plein de maladies différentes. Dès 5000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois l'utilisent pour produire du papier déjà. Et la distinction qu'il y a en fait entre cannabis, donc c'est la plante d'origine, et ce qu'on appelle nous le chanvre, c'est en fait une différence de climat, c'est-à-dire que dans les pays chauds, la plante va produire une résine qui a des propriétés psychotropes, et dans les climats un petit peu plus froids, elle produit plus de fibres et a moins de propriétés psychotropes. Donc en Europe, notamment du Nord, très tôt, la plante va être utilisée pour faire plein de textiles, des vêtements, des cordes, etc. Donc comme vous l'avez dit, ça a une place essentielle en fait dans la société dès la préhistoire et dès l'Antiquité. On a des traces de culture, on retrouve vraiment des sources historiques de la culture du chanvre en Europe dès l'Empire romain. On a vraiment des sources très nombreuses et d'ailleurs la France est marquée par cette culture puisqu'il y a beaucoup de villes en France qui ont des noms qui se rapportent à cette culture. Par exemple, Chenevières-sur-Marne, qui est juste à côté de Paris, les habitants s'appellent les Canavérois. Et puis bien sûr la Canebière à Marseille, donc il y a vraiment une toponymie comme ça qui est essentielle en France et qui montre à quel point cette culture, elle était importante. Il y a une première rupture dans l'histoire du cannabis qui arrive au moment du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est l'Église qui va prendre le relais dans l'administration de la société et l'Église chrétienne interdit la consommation de tous les psychotropes à l'exclusion de l'alcool qui, lui, rentre dans le culte. Et ça ne va pas se faire immédiatement, hein. Ce n'est pas parce que l'Église catholique interdit la consommation de cannabis que tout de suite les populations arrêtent effectivement d'en consommer. Mais petit à petit, le commerce s'arrête. On détruit les livres de médecine qui étaient hérités de l'Antiquité et qui présentaient les bénéfices thérapeutiques de cette plante. Et donc on l'oublie petit à petit. Le chanvre, lui, qui pousse donc dans nos régions, il continue à être utilisé dans l'industrie, mais il continue aussi à être utilisé par les populations, parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, les gens se soignent d'abord par eux-mêmes. C'est très rare d'aller consulter le médecin, et donc les populations ont des connaissances sur les plantes qui poussent autour de chez eux et vont utiliser du chanvre de manière médicinale. L'usage du chanvre va vraiment devenir de plus en plus important avec des cultures qui s'accroissent et en particulier au moment de la colonisation du monde parce qu'on va avoir besoin de bateaux dans lesquels il faut 60 à 80 tonnes de cordes et 6 à 8 tonnes de voiles et tout ça c'est fait en chanvre. Ça doit être renouvelé très régulièrement et donc vous imaginez la quantité de chanvre qu'il faut pour produire tous ces produits-là. Donc voilà, il y a vraiment jusqu'au 18e et début 19e siècle un grand usage du chanvre qui participe vraiment à la vie de la société. Le cannabis va revenir. Donc quand je dis cannabis, maintenant c'est vraiment la plante du coup qui a des propriétés psychotropes, même si c'est la même plante pour le chanvre. Mais le cannabis revient au moment de la campagne d'Égypte de Napoléon. Napoléon va coloniser l'Égypte et dans son équipage, il a des médecins, il a des scientifiques avec lui qui vont redécouvrir le cannabis, qui vont le ramener en France. Et là, il y a des médecins qui s'en saisissent et qui vont le faire revenir dans la pharmacopée, qui vont l'utiliser beaucoup en médecine. C'est un usage qui est normalisé, qui n'est pas très fréquent, parce qu'il faut évidemment faire venir le cannabis de très loin, donc il y a des problèmes de qualité de la substance, mais c'est un usage qui existe. Et puis il y a surtout un usage récréatif qui recommence, parce que la population prend de la distance aussi avec l'Église, hein, avec les préceptes de l'Église, et donc on redécouvre le cannabis qui est mangé à cette époque-là, qui n'est pas fumé, une espèce de pâte qui s'appelle le dawamesque. Et quand le cannabis il est fumé, il a beaucoup plus d'effets, des effets qui se rapprochent d'effets psychédéliques. Ça va donner lieu à une organisation qui s'appelle le Club des Hachichins,
qui à l'origine est dirigé par le psychiatre Moreau de Tours, qui cherche à comprendre, à affiner la compréhension des effets psychotropes du cannabis. Et pour ça, il se rend compte que lui, en tant que psychiatre, il a une vision qui est un peu limitée par sa formation. Et donc, il va vouloir s'entourer d'autres scientifiques, d'artistes, de romanciers, pour prendre du cannabis avec lui. C'est des soirées qui sont festives, mais c'est aussi des soirées dans lesquelles on réfléchit à comment on décrit l'expérience du cannabis. Ils le testent et après ils essaient de comprendre un peu les effets sur eux ou sur les autres. Exactement. Une espèce d'analyse, de groupe d'analyse. Ils publient ensuite ça dans les journaux de l'époque, dans des livres. Et il y a des médecins qui publient aussi des articles pour dire aux gens comment est-ce qu'on peut faire varier les effets du cannabis, comment est-ce qu'on peut avoir des expériences qui sont plutôt stimulantes ou des expériences qui sont plutôt introspectives. Et donc ça, c'est vraiment publié dans les journaux de l'époque. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de distinction entre un usage récréatif qui serait problématique et un peu pathologique et un usage médical qui serait accepté. En fait, comme on est encore dans une médecine palliative où l'intérêt, on ne sait pas très bien soigner les maladies, donc l'intérêt, c'est plutôt que les gens aillent bien, de soulager les symptômes. Et donc, si on prend du cannabis et que ça nous fait rire et qu'on est de bonne humeur, bah, c'est déjà positif pour la médecine. Dans quelle année, là, à peu près, du coup? Tout au long du 19e siècle. D'accord, ok. Et on trouve des publicités dans la presse de l'époque qui vantent on peut acheter des cigarettes au cannabis pour faire des rêves merveilleux. C'est vraiment présenté comme ça. Il y a des publicités très marrantes à cette époque-là. Et puis, le chanvre, lui, par contre, à la fin du 19e siècle, est en train d'entamer un petit peu une réduction de son usage. D'abord parce que la marine à voile est remplacée par la marine à vapeur. Donc on n'a plus besoin d'autant de cordes et surtout on n'a plus besoin de voiles. Donc ça fait chuter la production de chanvre. Et le cannabis thérapeutique, lui aussi, se réduit parce que la médecine se modernise et à cette époque-là, on considère que les médicaments doivent être injectés. C'est ça le nec plus ultra de la médecine à ce moment-là, sauf qu'on ne sait pas injecter le cannabis. Donc ça devient une médecine un peu par les plantes, un peu archaïque, qui est dépassée, donc on l'utilise de moins en moins. Par contre, l'usage textile et l'usage de papier, lui, se maintient tout au long de la période. Il va y avoir une deuxième grosse rupture dans l'histoire du chanvre et du cannabis. C'est en 1916 en France, le moment où on va classer le cannabis dans le tableau des stupéfiants. Donc c'est la première fois où on interdit en fait l'achat de cette substance sans disposer d'une ordonnance médicale. Pourquoi? Alors est-ce qu'on sait pourquoi ça a été Oui, on classé? sait pourquoi. C'est un contexte très particulier, très spécifique, mais qui va nous marquer encore durablement jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du tout des questions sanitaires qui sont en jeu. On s'inquiète pas du tout de la consommation, d'abord parce que c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui consomment ou de manière juste sporadique, ponctuelle. Le problème, c'est qu'on est en pleine guerre et que les États-Unis, qui sont nos alliés, ne viennent pas nous aider. Les États-Unis, eux, ils sont dans une démarche de prohibition de tous les psychotropes à l'échelle internationale. Donc, ils essayent d'interdire l'usage de tous les psychotropes, alcool compris. Et ils voudraient bien que la France adopte cette législation-là, sauf que la France n'a aucun intérêt à le faire. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de problème sanitaire lié à la consommation de psychotropes en général, à part l'alcool. Mais surtout parce qu'on fait beaucoup d'argent, on gagne beaucoup d'argent par la vente de ces produits. Pour vous donner un ordre d'idée, la vente du cannabis au Maroc, qui est une colonie française à ce moment-là, ça représente 1/3 des revenus de cette colonie-là. Donc c'est vraiment énorme. La France n'a aucun intérêt à interdire le cannabis. Sauf que là, on est coincé. On est en 1916, ça fait 2 ans qu'on fait la guerre, on ne s'en sort pas. Donc on va voter une loi qui interdit l'usage des psychotropes pour faire un signe d'amitié à l'égard des États-Unis. Pour dire, voilà, on fait ce que vous attendiez de nous, maintenant vous venez nous aider. C'est politique tout ça, tout finalement. à fait politique. D'accord. Et le fait que le cannabis soit intégré à cette classification-là, ça montre vraiment que c'est un geste politique parce que les États-Unis, pile à ce moment-là, rentrent dans une propagande vraiment raciste dans laquelle ils expliquent que les Noirs américains qui consomment du cannabis deviennent violents, violent des femmes. Il y a vraiment toute une propagande comme ça dans les médias. Donc le fait que nous, on ait intégré à cette liste des psychotropes le cannabis, ça montre bien que c'est un geste d'amitié. On le voit avec l'alcool, effectivement, il y avait une prohibition envers la population noire américaine. Exactement, c'est vraiment une prohibition qui est vraiment raciste dans son essence. Et tout ça, ça va impacter beaucoup le chanvre parce que désormais, le chanvre est associé à cette plante cannabis qui est vue comme vraiment quelque chose de diabolique. Et les populations qui cultivent le chanvre vont de plus en plus s'inquiéter de l'impact que ça pourrait avoir sur leur santé, parce que ça a une odeur très forte, le chanvre. Et donc, comme il y a tout un discours sur le fait que le cannabis est toxique, les populations qui cultivent le chanvre se disent « mais peut-être que c'est dangereux pour moi ». Donc il va y avoir un décroissement de la culture du chanvre en France.
Et d'autant plus que c'est une culture qui est très complexe parce qu'il n'y a pas eu d'innovation technique pour produire le chanvre. Étant donné que c'est une culture qui est en train de baisser, ben, on ne fait pas d'innovation. Donc c'est une culture qui est très difficile. Les agriculteurs ont beaucoup de mal à recruter des ouvriers au moment de la récolte pour récolter du chanvre. Donc dans les années 30, 40, 50, on perd vraiment cette culture-là qui était millénaire. On passe de 200 000 hectares cultivés à la fin du 19e siècle à plus que 600. Et donc il y a des observateurs qui s'inquiètent que cette culture puisse vraiment disparaître totalement. Dans les années 60, il va y avoir du coup des acteurs qui vont se mobiliser pour sauver cette culture-là. Notamment des agriculteurs qui vont se réunir en syndicats déjà pour protéger la culture du chanvre, mais aussi l'État, étrangement, qui va mettre de l'argent pour qu'on trouve des nouvelles techniques de production du chanvre qui soient moins difficiles. En partie pour protéger un patrimoine millénaire, mais aussi parce que, par exemple, dans la Sarthe, qui est le département dans lequel il y avait le plus de production de chanvre, ça crée un exode rural très important. En fait, les gens n'ont plus du tout de travail dans ce département-là, et donc il faut sauver cette industrie, qui va donc se maintenir un petit peu pendant les années 60, et petit à petit, dans les années 90, à travers plusieurs facteurs, notamment l'intérêt pour les questions écologiques, la culture du chanvre va vraiment progresser à partir de ce moment-là, renaître en fait. Et donc les questions écologiques, parce que le chanvre n'a pas besoin de pesticides, a besoin de très peu d'eau. Il y a aussi un renouveau de l'intérêt thérapeutique qui favorise aussi cette reprise-là. Et puis cette distinction qui commence à se faire entre cannabis, qui reste une plante un petit peu diabolisée, et puis le CBD, qu'on essaye de séparer, au point que j'ai discuté un petit peu avec des intervenants jusque-là. Il y a des gens qui ne savent pas que le CBD et le chanvre, c'est la même plante en fait que le cannabis, c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, cette distinction-là, elle est tellement forte que même dans les acteurs, il y a des gens qui connaissent pas très bien cette histoire-là. D'accord. Voilà. Ben moi, je pourrais vous écouter des heures. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on apprend énormément de choses, mais c'est passionnant l'histoire. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est une plante qui a toujours été avec nous, à nos côtés, dans des utilisations bien différentes et qui a effectivement aidé au commerce dès le départ. J'aimerais revenir avec vous, Alexis Channebaud, pour peut-être parler de quelques utilisations du chanvre dans l'histoire dont vous aimeriez vous nous parler pour rebondir sur ce que vient de dire Zoé. Tout à fait. Alors moi, j'ai retrouvé par exemple des traces de cuisine à base de fleurs de chanvre qui datent de 1420, et c'était le chef du Vatican qui décline dans son livre la recette. Alors c'était donc des fleurs de chanvre et des feuilles avec des mélanges de chapelure et des oignons cuits. Et on retrouve comme ça des recettes à base de fleurs de chanvre européennes jusqu'en 1880, pareil, j'en ai d'autres. Et donc, on donnait aussi les sommités de chanvre à donner à manger aux cochons, notamment, et aussi les graines, bien sûr, à tous les animaux de ferme, notamment les poules, surtout les pigeons voyageurs aussi. Hein. Chaque éleveur de pigeons voyageurs devait avoir des graines de chanvre qui permettent aux oiseaux de voler longtemps, parce que c'est plein de protéines. D'ailleurs, moi-même, je sais que je prends de la protéine de chanvre dès que je peux faire du vélo, par exemple, pour faire le tour de Paris facilement. Ou alors de l'huile de chanvre dans une petite tomate ronde, comme ça, je l'avale. Et tout ça, ça participe du bon fonctionnement du corps. Alors, il est à souligner qu'effectivement, la prohibition du cannabis en même temps que du chanvre est pour moi le plus grand scandale économique, humanitaire et social. Et c'est la clé de tous nos problèmes sociaux actuellement. Bon, dans les banlieues, tout ça, on vit du chanvre. Les policiers vivent du chanvre. Ils cherchent du chanvre toute la journée, enfin du cannabis, si vous voulez. Tout le monde cherche du cannabis, c'est idiot. Alors qu'il y a 200 ans, on en trouvait tous les 100 mètres dans la rue, enfin, dans la campagne. C'était l'âge d'or de la Bretagne, l'âge d'or de nombreuses régions. Vous le soulignez avec les cordes et voiles de marine, le textile, la tapisserie, tout ça. Donc, j'ai aussi un arrêt du roi de 1720 qui dit que le commerce du chanvre en France sera libre. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà. Et donc, encore plus fort, les valeurs de production du chanvre en France, le chanvre était troisième, derrière le coton et la tannerie en 1822. Et encore plus fort, en Russie, en 1802, à l'époque napoléonienne,
le chanvre était classé en deuxième des valeurs d'exportation de la Russie. Alors c'est marqué, en premier c'était le blé en Russie en 1802, en deuxième c'est chanvre et huile de chanvre en 1802. Et après on trouve dans le classement cinquième cordes et voiles, on trouve aussi étoupe et lin, ce qui fait que le chanvre représentait 40% des exportations russes en 1802. C'est-à-dire que le chanvre remplaçait, et le lin aussi, remplaçait le gaz et le pétrole d'aujourd'hui. Et le plastique aussi. Donc, par exemple, j'ai pu acheter, moi, un boxeur en chanvre produit par le slip français il n'y a pas longtemps. J'ai aussi comment dire, On veut voir à quoi ça ressemble. Non, on veut pas. Il y en a un rue des Abbesses, une boutique. Oui, d'accord, vous nous donnez le nom de la boutique. Bon, j'habite à Montmartre, donc je sautais sur l'occasion, forcément. Et voilà. Donc, on se rend compte que c'est vraiment au cœur de l'économie, ça c'est extrêmement important. Mais alors, si ça a diminué, vous parlez de la chasse aux sorcières un petit peu sur le cannabis, justement, c'est parce que cette utilisation du chanvre, elle a été un peu diabolisée de par ses effets psychotropes. Et c'est peut-être cette différence entre cannabis et chanvre aussi qui n'a pas été faite. Mais enfin, il faut bien savoir que l'alcool est un vrai poison. Moi, j'ai pu arrêter l'alcool et le café depuis bien longtemps grâce au chanvre, mais du jour au lendemain, tout simplement. Parce que, par exemple, des fois, je bois une fois par mois pour me désinfecter. Et ben, le lendemain, j'ai une déprime physique, je la sens, que je ne ressens pas avec le cannabis qui n'a pas de dépendance physique, seulement un peu psychologique, quoi, si vous voulez. Mais effectivement, l'alcool bouche les artères, ronge les cerveaux et le foie. Et donc, le CBD permet effectivement de se soigner sans les effets délétères de ces produits. Le CBD, pas le cannabis. Le CBD et le cannabis. Et pour vous, trop fumer, c'est pas mauvais, docteur? C'est pas mauvais de trop fumer de cannabis? On parle de l'alcool, on a bien compris que la surconsommation d'alcool n'était pas bénéfique pour le corps humain, mais de consommer, je dirais comme ça quand on n'a pas de maladie précise, est-ce que c'est mauvais pour le cerveau ou pas du tout? Alors, on va essayer de clarifier, pas résumer, survoler, parce que la question que vous me posez, par exemple, est plutôt centrée sur la nocivité de la voie d'administration. Ce qui est dangereux dans le fait de fumer du cannabis, et si je peux me permettre, si vous le souhaitez, même de fumer de la laitue, c'est la combustion. Hein, c'est la combustion. Donc c'est un problème de voie d'administration, à différencier des effets du cannabis avec ses nombreuses molécules. On va finir par y arriver et à parler du THC et pas simplement du CBD, parce que ce sont deux sœurs qui ne sont pas jumelles, qui sont deux sœurs au caractère très différent, mais dont l'action complémentaire sera évoquée, en tout cas par moi tout à l'heure, dans les effets thérapeutiques. Donc la question de la voie d'administration est essentielle, tout aussi essentielle que la question des molécules, de ses effets positifs. Et comme pour tout médicament ou toute substance psychoactive, de ces, je préfère dire, de ces effets secondaires et pas forcément que de ces événements indésirables. Souvent, on fait une confusion, vous voyez, entre effets secondaires et événements indésirables. Donc, en ce qui concerne ce cannabis, deux molécules dominent nos réflexions, y compris thérapeutiques, même si elles ont été largement outrepassées ou ignorées pour des raisons politiques. Mais ça, dans l'histoire des psychotropes, il ne faut pas croire que c'est la médecine ou la réflexion de santé publique qui a décidé de ce qui était un bon produit légal ou un mauvais produit illégal. Ce qui est à l'origine de la plupart des classifications des substances repose non pas sur des considérations objectives, solides, sanitaires, scientifiques ou médicales, mais sur des considérations essentiellement géopolitiques, économiques, pour ne pas dire historiques, avec Zoé. Bernard Rock, dans un rapport fameux sur la dangerosité des drogues à la fin des années 90, disait cette phrase simplement: il n'y a aucun fondement scientifique sérieux pour classer le cannabis
dans les drogues dangereuses telles qu'il est classé. Alors là, on parle du cannabis et si vous voulez, après, on reparlera plus précisément de ce CBD, de ce THC, et je reviens un peu sur le propos liminaire, qui agissent chez les mammifères, chez les êtres humains, parce qu'on a un circuit de la récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des récepteurs dans notre tête au cannabis, qu'on a nous-mêmes notre production d'endocannabinoïdes, c'est-à-dire de petits cannabis, comme on a dans notre tête notre production de petites morphines, l'équivalent, si j'ose dire, de production avec la dopamine, la noradrénaline et d'autres, de petites cocaïnes. Et c'est ça qui a été intéressant, c'est cette évolution de la science à partir des années 90, essentiellement avec un immense monsieur qui est Robert Mishulam, qui est un Israélien, qui a mis en évidence ces récepteurs au cannabis dans notre cerveau. Et quand il dit cannabis, c'est qu'il n'a pas encore complètement travaillé le sujet, parce que ce sont les récepteurs au THC. Et alors que le CBD a été isolé en 1940, enfin identifié en 1940, il va falloir attendre pour bien différencier toute une série de cannabinoïdes. Les deux premiers, je vous l'ai dit, en concentration, en importance, THC, CBD. D'accord? Mais THC et CBD, même si elles ont des structures moléculaires assez proches, pour ne pas dire très proches, n'ont pas du tout les mêmes effets. Et comment on distingue les effets distincts justement entre le CBD et le THC? Alors, entre le CBD et le THC, c'est justement cette action spécifique du THC sur les récepteurs découverts par Mishulam, alors que le CBD, on pourrait dire, va agir, lui, sur les ligands, sur les neuromédiateurs, sur les interlocuteurs. Il ne va pas agir directement sur les récepteurs, ce qui nous intéresse beaucoup en termes de dépendance. Il va agir en quelque sorte sur la dynamique d'un circuit, ce circuit endocannabinoïde, en quelque sorte en le modulant. Et c'est ça qui est passionnant, parce que même si le CBD a des actions précises sur un certain nombre quand même de récepteurs, y compris à la sérotonine, l'intérêt, mais scientifique, potentiel, futur, tout ce que vous voulez, c'est que justement c'est un modulateur, et notamment de notre humeur, de notre anxiété, de notre stress, on pourrait le dire comme ça, mais aussi de notre sommeil, ce qui est encore plus compliqué dans les réseaux. Donc THC, on va dire, c'est la molécule avec des vertus thérapeutiques également, mais qui est celle qui est connue et qui résume entre guillemets le cannabis dans l'esprit commun, parce que c'est celle qui fait planer. Ça veut dire quoi, faire planer? C'est changer la perception, surtout sensorielle d'ailleurs, de la réalité. C'est penser, articuler la pensée différemment. C'est avoir une relation aux autres très différente. Être sur la même longueur d'onde est une bonne expression pour dire à quel point quand même ça modifie notre fonctionnement cérébral de base. Le CBD, lui, va être plutôt tranquillisant là-dessus, va être apaisant. Et on a bien vu au fil des usages récréationnels que plus les cannabis consommés, fumés comme vous disiez, mais à conseiller d'autres voies en thérapeutique évidemment, augmentaient en THC et diminuaient en CBD, plus on revenait à l'ayahuasca, j'allais dire, à la confiture de Moreau de Tours, à la dahuasca, c'est ça? Le dawamesque. Dawanesque, voilà. À la dawanesque chère à Gilles Moreau de Tours, c'est-à-dire très hallucinogène. Et donc, dans les recherches actuelles, y compris dans l'expérimentation française, ce qui est étudié, c'est le taux THC versus CBD. CBD est plutôt considéré comme un grand apaisant, voire par certains ayant un potentiel antipsychotique, pas simplement anti-anxieux, antipsychotique, c'est quand même à valider, bien évidemment, mais c'est un fort potentiel, alors que le THC est la molécule qui, entre autres, peut donner ces décompensations neuropsychiatriques sur le plan d'un hallucinogène. Donc l'importance du dosage et du ratio THC-CBD
va faire que plus une plante va être dosée en THC, plus vous allez planer avec un risque d'hallucination. Plus une plante est dosée en CBD, fortement par rapport au THC, plus vous serez tranquille, relaxé. Et on pourrait dire avec ces deux molécules, qui sont deux molécules sœurs dans la même plante, qu'elles ont un caractère extraordinairement différent, mais aussi extraordinairement complémentaire. Il y en a une qui fait planer et l'autre qui évite de délirer. Et pour le CBD, ça peut intéresser les personnes qui sont présentes sur ce salon, qui vendent des produits au CBD. Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses sur lesquelles il faudrait faire attention? Beaucoup, beaucoup. Et dans le discours actuel, je crois que Zoé Dubus disait parfois qu'il n'était même pas su que CBD et chanvre, ça avait une origine, un lien, etc. Là, ce qui nous embête, nous, pauvres petits médecins que nous sommes, c'est qu'évidemment le potentiel thérapeutique, ce que j'appelle aussi le mieux-être, qui est une expression que je préfère à bien-être. Parce que souvent, des personnes avec l'automédication historique qui a également été citée, vont essayer simplement d'aller mieux. Ça ne veut pas dire qu'elles vont aller bien, mais déjà aller mieux, c'est énorme par rapport à beaucoup de situations pathologiques. Donc la recherche de mieux-être, elle se situe historiquement très très souvent dans l'automédication. Et l'automédication, ça veut dire qu'on va aller acheter, maintenant plus sur Internet que dans des boutiques, surtout en France, hélas, du point de vue législatif, on va aller acheter sans forcément avoir des informations précises par rapport aux maladies ou aux mal-être qui nous font aller chercher ce produit. Et dans ces cas-là, la plupart des maladies chroniques, ça veut dire des consommations de médicaments avec lesquels le CBD va interférer. Vous prenez nombre de mes patients qui me posent la question du CBD pour des troubles du sommeil, pour des troubles anxieux. Mais mes patients, par exemple, VIH, séropositifs pour le VIH, ils ont des médicaments qui marchent très 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 bien, qui sont les antirétroviraux, les anti-VIH-Sida, qui peuvent être totalement modifiés, dont le métabolisme peut être totalement modifié par le CBD. Et je ne crois pas avoir beaucoup entendu ça avec les antidépresseurs, avec d'autres molécules, avec des molécules cardio, avec une soixantaine en fait, parce qu'il y a des travaux américains là-dessus, une soixantaine de classes moléculaires identifiées dont le métabolisme peut être, comme avec le millepertuis et pour d'autres raisons avec le pamplemousse, peuvent être totalement modifiés par le CBD. Donc le CBD a un vrai potentiel, c'est le médecin qui parle, hein, thérapeutique, qu'il faut continuer de fortifier, d'évaluer, etc. et vivre la recherche, mais attention aux interactions médicamenteuses parce que je trouve que très peu de personnes en parlent. C'est vrai. Je dirais à la limite encore moins que pour le millepertuis, et on n'en parle pas déjà beaucoup pour le millepertuis. C'est vrai. Alors, je voudrais rester un petit peu là-dessus aussi. Est-ce que le CBD, docteur, va empêcher la concentration, notamment en matière de conduite automobile? Parce que ça, c'est une question qu'on se pose aussi. Est-ce que je peux prendre du CBD et conduire derrière? Est-ce qu'il y a un effet, un risque? Alors, il y a une baisse de la vigilance qui est dose dépendante. Il y a une étude là beaucoup plus récente qui est assez intéressante, vraiment récente, hein, il y a à peu près un mois, qui, pour essayer de gagner un peu du temps et pas monopoliser la parole, parce qu'il y a tonnes de trucs passionnants à dire, dit attention, que ce soit THC ou CBD, bref, cannabis, puisque ça comporte les deux, encore une fois, pour un usager chronique, on estime qu'il y a des effets, baisse de vigilance, réflexe diminué, etc., au moins 5 heures après, pour un usager chronique. Parce que le paradoxe est là, comme pour l'alcool. Plus vous consommez régulièrement, plus vous développez une tolérance. Et c'est ainsi qu'on a eu un record en France d'une grand-mère en Bretagne avec près de 9 grammes d'alcool dans le sang à 75 ans, je crois, au volant de sa 2 chevaux. Nous, on serait dans le coma et mort, même depuis très très longtemps. Mais le cannabis, c'est la même chose pour la conduite. C'est-à-dire qu'il y a certainement un effet de tolérance qui fait que si vous fumez occasionnellement, il vaut mieux attendre vraiment 7 heures minimum pour espérer cliniquement qu'il n'y ait plus d'effet
nuisible, négatif sur la conduite de véhicule, alors que si vous consommez régulièrement, vous serez plus proche des 5 heures. D'accord. Un C'est ajout pas de la sur, promotion de la consommation chronique, hein, c'est juste du factuel. Hein. Je voudrais ajouter là-dessus qu'en 2006, le champion du monde de Formule 3000, c'est-à-dire c'est les mêmes moteurs de voiture, hein, Thomas Sange, on lui a retiré son titre parce qu'il avait une dose de cannabis dans le sang. Donc il a gagné pendant tout le championnat quand même. Hein. Donc en fait, lui, il a dit que ça a amélioré sa capacité à conduire une automobile. Mais ça, c'est dû en fait à l'habitude. Comme vous disiez, quelqu'un qui n'a jamais fumé de joint arrive dans une soirée, il a bien bu, il tire sur un joint, sa tête va tout, enfin, je veux dire, il va être malade, comme moi-même d'ailleurs. Donc, par contre, quelqu'un qui est habitué aura beaucoup moins de difficultés à gérer le problème et paraîtra presque normal à la limite. Il y a une augmentation du risque quand même, mais elle est beaucoup moindre, par exemple, qu'avec l'alcool. C'est ça. Hein, c'est toujours le rappeler si on parle d'augmentation des risques à la conduite des véhicules. Bien sûr, l'idéal est de ne rien consommer avant de conduire, ça va vous paraître normal. Même des amphétamines hein, qui pourraient augmenter la vigilance. Mais encore une fois, les plus grandes études ont montré que les risques les plus élevés étaient avec la combinaison cannabis-alcool. Cannabis consommé, alcool. Avec le CBD, il faudra être beaucoup plus précis encore parce que les doses seront beaucoup moindres en thérapeutique que peut-être celles qui sont consommées actuellement avec la consommation de cannabis. Donc il y a encore du boulot pour adosser des réponses de ce type à la science. On en a vraiment besoin. Mais pour adosser des réponses de ce type à la science, il y a ce paradoxe. On voit bien, et je trouve que c'est une bonne chose, que le commerce se développe. Et à la limite, le commerce se développe plus vite que les subventions de la recherche scientifique sur le sujet. Alors c'est toujours dommage, on l'a vu là aussi dans l'histoire avec différentes molécules, hein, c'est toujours dommage de ne pas adosser un certain nombre de discours de connaissances à des études scientifiques pour pouvoir répondre précisément au type de questions que vous posez. Enfin, il y a des études en cours, là on en a parlé hier avec une personne qui travaille au sein de l'EIHA. Donc on a des études là-dessus. Heureusement, on en a besoin pour certifier pas mal de choses. Vous vouliez rajouter quelque chose, Alexis, je crois? Oui, effectivement, quand on fait les contrôles de cannabis routier, bon, déjà 40% donc, des accidents imputés au cannabis sont dus au mélange avec l'alcool. Donc ça fausse un peu les rapports, d'autant plus que comme le cannabis peut rester presque 1 mois ou 2 dans le sang, quelqu'un qui a fait un accident la veille, on va lui imputer aussi la responsabilité du cannabis dans cet accident, ce qui est complètement hypocrite et tout ça cache quelque chose à mon avis. C'est-à-dire que, évidemment, le chanvre, c'est une matière première qui concurrence donc le plastique, beaucoup de l'alcool, les médicaments. Donc il y a aussi un consortium de gens aux intérêts convergents qui se retrouvent à l'Assemblée nationale souvent, parce que ce sont des gros PDG, et qui font que toutes les lois restent bloquées concernant l'utilisation du chanvre et du cannabis en France et dans le monde encore, ouais, je pense. Et est-ce que les consommateurs de CBD vont être des consommateurs de stupéfiants, de cannabis? Est-ce que c'est une porte ouverte à ça? Non, ça aide plutôt à sensibiliser les gens par rapport au chanvre, qui est une matière première de l'avenir. Hein. Et je voudrais rappeler aussi que ceux qui ont prohibé le chanvre et le cannabis dans les années 1937, c'est un consortium. Il y avait Dupont-Nemours qui a le brevet du Zyklon-B, qui a le brevet du nylon. En fait, la prohibition est apparue en 1937 aux États-Unis, au moment où le brevet du nylon était actif et que le bras droit de Hoover accordait des taxes, enfin faisait le pétrole, les mondes du pétrole. C'était des pétroliers en fait. Et ils avaient trouvé un nouveau moyen de faire du bois avec la pâte à papier de bois, des vêtements avec le nylon à la place du chanvre, la pâte à papier de bois à la place du chanvre aussi. Et tout ça fait qu'ils avaient le pouvoir et ils ont fait ce qu'ils voulaient et que c'est resté malheureusement.
Pour revenir à votre question, donc cette question de est-ce que si les gens consomment du CBD, ils vont se mettre à consommer d'autres substances et peut-être des substances plus dangereuses, ça s'appelle la théorie de l'escalade. Ça a vraiment ce nom-là. Et ça a été beaucoup utilisé, notamment dans les années 60-70, pour voter la nouvelle loi de 1970 qui interdit, c'est celle qu'on a toujours aujourd'hui, qui interdit l'usage des psychotropes, des stupéfiants. Et en réalité, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune source scientifique à cette idée-là que parce qu'on consommerait du CBD ou du cannabis ou d'autres substances qui sont assez peu dangereuses pour la santé, on se mettrait dans les 3 semaines à consommer du crack ou de l'héroïne. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement déconstruit par les données scientifiques. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette question du CBD, et c'est ce qu'on voit, je trouve, dans ce salon qui est vraiment passionnant, c'est qu'on voit tous ces pots avec du cannabis dedans, avec du chanvre dedans, et ça permet de faire de l'éducation, en fait, ça permet de faire de la réduction des risques. C'est-à-dire de dire aux gens, voilà, vous avez telle substance, et telle substance, elle fait tel effet, et pour la consommer de manière sûre, il faut la consommer comme ça, et justement pas en interaction avec d'autres médicaments ou avec d'autres substances. Et c'est ça qui est passionnant, en fait, c'est de donner de l'information aux consommateurs et aux consommatrices pour qu'ils consomment de manière sûre. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre à consommer d'autres substances, ou peut-être que s'ils consomment d'autres substances, eh ben, ils les consommeront également de manière sûre, en se renseignant sur les effets, sur les manières dont il faut les consommer. Et en fait, cette diabolisation des psychotropes en général, elle est problématique parce qu'elle empêche le transfert des connaissances entre les scientifiques et les usagers, mais aussi entre les scientifiques et les pouvoirs publics. C'est ce qu'on disait sur les études aujourd'hui. En fait, il y a des études depuis les années 70 et ça s'est augmenté à partir des années 90 pour déconstruire toutes les idées reçues qu'on a sur le cannabis, mais aussi sur le chanvre. Mais en fait, ces études-là, elles ne sont pas transmises, elles ne parviennent pas à arriver à la fois aux décideurs politiques, mais aussi aux médias. Et donc, on reste dans des représentations de diabolisation de ces produits. Donc, il y a aussi un travail à faire là-dessus pour utiliser en fait les données scientifiques qui sont là depuis des décennies, et pour mieux comprendre ces substances. Non, mais la théorie de l'escalade, je crois qu'on pourrait écrire, peut-être que Zoé le fera ou d'autres. C'est 5% suivant les psychiatres, selon les psychiatres. 5%. La théorie de l'escalade, c'est vraiment, vous la retrouvez même à l'heure actuelle pour la vape. Il y a le salon de la vape qui est à côté, vous voyez, qui serait d'une dangerosité terrible pour accéder et pousser la jeunesse justement à la combustion du tabac. Alors que c'est vraisemblablement l'inverse qui va se poser. La théorie de l'escalade, c'est une sorte de fantasme politico-populaire que je pourrais résumer de cette façon-là, c'est qui fume un œuf s'injecte un bœuf. Et ça sert de produit d'appel pour vendre de la cocaïne et de l'héroïne aussi, hein, les dealers. C'est aussi délirant que ça. Et on a eu ça avec le cannabis qui devait conduire au truc. On n'a pas ça, bizarrement, la théorie de l'escalade, avec un produit très très fort qui peut être un allumeur de mèche, notamment pour la consommation de cocaïne. Ce produit s'appelle l'alcool. C'est vrai, et effectivement, on n'en parle pas comme ça. Vous avez entendu la théorie de l'escalade avec l'alcool, alors que nous avons une habitude franchouillarde absolument détestable, qui est de faire consommer très jeune de l'alcool à nos enfants. C'est une question de lobby, tout ça aussi. Il y avait le rite religieux, le vin à la messe, etc. Oui, et la messe, effectivement, aussi. L'anniversaire du grand-père, la première communion, on fait consommer, on fait tremper ses lèvres pour que l'enfant participe à la fête, et jamais on se pose pour l'alcool la question de l'escalade, alors que bien évidemment la violence, si on compare alcool ou CBD par rapport à votre question, c'est comme comparer un bazooka avec une tisane à la verveine. Hein, donc je le répète, stop avec la théorie de l'escalade, parce qu'elle est aussi crédible que ce que je disais, qui fume un œuf finit par s'injecter un bœuf. Pour continuer sur cette question-là, l'alcool, c'est un point de vue intéressant pour donner de la perspective sur cette théorie de l'escalade, mais les médicaments psychotropes, c'est aussi très important de questionner ça, en fait, parce que on voit que les femmes, enfin les jeunes filles notamment, le premier psychotrope qu'elles vont consommer, c'est pas de l'alcool, c'est des médicaments psychotropes, donc des anxiolytiques, des antidépresseurs. C'est des consommations qui peuvent apparaître dès 13-14 ans.
Et donc, c'est vraiment problématique dans notre société de pouvoir donner ces substances-là, un peu comme des bonbons, en fait, finalement, à des jeunes filles qui sont stressées, qui sont anxieuses. Alors, ça permet déjà de ne pas se poser des questions sur pourquoi ces jeunes filles, si tôt, sont anxieuses. La cause, tout de suite, effectivement. Exactement. Mais également de ne pas se poser des questions sur est-ce qu'on n'a pas des substances comme, par exemple, le CBD qui pourraient permettre de... moins chimique finalement. Exactement, de prendre en charge ces symptômes-là. Et puis encore une fois, la question de l'automédication, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui fument du cannabis ou qui fument du CBD, et ben, qui en prennent justement pour réduire ces questions d'anxiété et de stress, et pour ne pas passer par des médicaments psychotropes. Donc je pense qu'on a bien compris qu'il y a une différence, c'est vraiment la thématique de notre conférence, cette différence, cette confusion qu'on peut faire entre cannabis, entre chanvre, entre CBD, sont 3 utilisations différentes, avec des utilisations médicamenteuses pour le commerce, etc. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, alors on va vous faire passer un micro tout de suite. Si vous pouvez juste venir donner le micro au monsieur qui est juste devant, on va prendre une question tout de suite. Ici. On vous écoute. Merci. D'abord, je souhaite vous remercier pour la qualité de la discussion. Est-ce qu'en une phrase ou 2, vous pourriez expliquer la différence, si vous voulez, comme la plante d'origine est la même, le cannabis, la différence entre le CBD et le cannabis en termes de production? Vous voyez ce que je veux dire? Puisque c'est la même plante. Dans certains cas, on fait du cannabis, dans d'autres cas, on fait du CBD. En termes de production, c'est ce que vous aviez expliqué, en fait, c'est que ça part de la même plante. C'est la même plante à l'origine. C'est la même plante, et la question, c'est le climat dans lequel ça pousse. Donc, dans les pays chauds, la plante, elle va réagir en produisant une résine qui a des propriétés psychotropes. Et dans les climats froids, elle va plutôt être fibreuse. Et donc, c'est ce qui fait cette distinction à l'origine. Donc, ce n'est pas la même plante, en fait. Et c'est entre chanvre et cannabis. C'est la même plante, mais qui se développe dans des conditions différentes et une comparaison limitée. Un mec qu'on peut vous proposer, c'est par exemple le coton, qui est aussi une plante fabuleuse et dont la qualité de fibre va vraiment varier selon les sélections de plants, selon les climats, etc. Ce qui fait que vous avez des cotons absolument extraordinaires dans certains coins de la planète et des cotons plus pauvres en d'autres. Donc, bien sûr, il faut imaginer qu'on parle de quelque chose de vivant et qu'à la limite, on pourrait se dire, chaque plante comme chaque être est unique. Donc, dans les conditions de, j'allais dire son éducation, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, dans les conditions dans lesquelles une plante est cultivée, vous allez pouvoir, soit avec des croisements, soit avec du soleil, de la chaleur, etc., modifier les constituants de cette plante. Notamment le THC, le CBD, mais sachez aussi qu'il y a du CBG, du CBN qui nous intéresse notamment en médecine. Mais c'est la même plante dont on parle. C'est ça. Et sous nos latitudes, on arrive maximum à 3 ou 4% de THC, alors que dans les pays chauds, on arrive à 15-20%. Et donc, en 1855, on disait que les sommités européennes de chanvre ne remplaçaient pas le hashish. Donc effectivement, on ne peut pas vraiment fumer. Si on plante du chanvre dans un champ comme ça, librement, on ne pourra pas vraiment le fumer. Il atteindra 3-4% de THC, ce qui est vraiment pas vendable en fait. Mais maintenant, si on veut le fumer, il vaut mieux avoir une petite tente et faire ça dans un pot et des plants séparés et dédier cette culture pour la fumette. Sinon, le chanvre textile, il n'y a aucune raison de mettre des barrières à 1% même. Parce que d'abord, quelqu'un qui veut fumer du chanvre, c'est on va rappeler à quel point il est important d'arrêter de fumer. Si tu veux, la dangerosité qui nous embête, entre guillemets, par rapport à des molécules qui nous intéressent, c'est cette voie d'administration. D'où l'importance du sublingual, des bains de bouche, des comprimés, des gélules, des nounours, de tout ce que vous voulez. Mais arrêtons d'associer, autre confusion quasiment plus proche de l'obligation, là, arrêtons d'associer cannabis et fumée au sens de combustion. Je ne parle pas de vapoter, si les produits peuvent être tracés impeccablement. Et pas se retrouver avec de l'acétate de vitamine E comme aux États-Unis. Donc, essayons de nous unir, si tu veux, pour bien
souligner l'importance de la voie d'administration et poser la question comment bénéficier des fonctions positives, thérapeutiques ou de mieux-être du CBD sans nuire à la personne par cette voie d'administration de la combustion. Très bien, c'est vrai que c'est important de le rappeler en tout cas. On a répondu à votre question, j'imagine. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question derrière? Oui. Allez-y. Bonjour, merci pour l'échange. Je voulais juste avoir une question par rapport aux interactions dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que nous, en tant que professionnels, quand on a des clients qui rentrent en boutique pour ce mieux-être, est-ce qu'il y a dans certains cas de maladies ou de traitements médicamenteux pour lesquels on devrait leur dire non, je ne vous donne pas d'huile de CBD? Est-ce qu'il y a des risques importants? Les informer, oui. Pouvoir même dire allez sur Internet ou demander à votre médecin quand il est au courant. Quand il est au courant. Alors, souvent, ils sont quand même au courant, parce que je sais que nous, ils Ouais, souvent la porte. c'est comme la vape, c'est pour ça que je dis parfois, allez voir, et j'aurais dû noter le meilleur site là-dessus, mais si vous tapez interaction médicamenteuse CBD, je pense que vous arriverez sur le site auquel je pense, avec plus de 60, je vous ai dit, classes médicamenteuses. Et dans ces cas-là, oui, si votre position professionnelle vous le permet, je ne vois pas ce qui interdirait d'avertir votre client de ces possibles interactions médicamenteuses déjà étudiées et de dire, bon, vérifiez. Parce qu'en plus, le problème avec le CBD, comme avec le millepertuis ou d'autres grands agitateurs de ce qui se passe notamment dans le foie, c'est que parfois ça augmente, parfois ça diminue les efficacités ou les actions de tel ou tel médicament. Ça peut aller avec les mains dans les deux sens, histoire de nous simplifier et de vous simplifier la vie. Vous demandez toujours à vos clients en fait s'ils prennent des médicaments, ça c'est extrêmement important. En fait, la question c'était ça, est-ce que dans certains cas on devrait vraiment leur dire non, pas d'huile avec ce que vous prenez comme vous, je ne pense pas que vous puissiez dire allez voir un médecin. Non. En tout cas aux médicaments, peut-être non au CBD, ce qui serait tout à votre honnêteté, mais plus vraisemblablement dire est-ce que vous pouvez vous renseigner soit auprès de votre médecin habituel, soit auprès d'un spécialiste, soit auprès d'un certain nombre de sites dont Zoé a peut-être connaissance. Oh non, c'était juste pour vous demander si vous pouviez dire 2 mots sur les interactions avec le pamplemousse, parce que c'est quelque chose qui est très mal connu. Et il y a des gens qui consomment du jus de pamplemousse, par exemple, et ça a des interactions avec beaucoup de produits psychotropes, et notamment avec le cannabis. Et c'est important de le savoir. Ouais, c'est vrai que c'est important, on n'en a pas parlé, on a parlé un peu du millepertuis, mais oui, expliquez ça pour le pamplemousse. Notre ami, il se disait qu'en plus, il prend ses médocs du matin avec le pamplemousse, c'est ça? Eh ben non, arrête, si tu veux bien. Parce que ça modifie terriblement l'absorption d'une part et, comment le dire de façon simple, tous les médicaments qu'on prend ont différentes étapes avant d'arriver sur leur cible. Et ces différentes étapes, bien évidemment, elles commencent par l'absorption. L'absorption, et c'est pour ça que c'est parfois intéressant de les étudier comme les voies d'administration, elle peut être sublinguale, elle peut être gastrique un tout petit peu, duodénale, elle est souvent intestinale. Et là, le pamplemousse va modifier cette absorption, et après que l'absorption soit modifiée, l'usine hépatique transforme le début des molécules absorbées en principe actif, ou bloque complètement ce qu'on appelle des cytochromes. Ce sont des usines de transformation. Le pamplemousse a des problèmes sur cette absorption, a des problèmes sur ces cytochromes, c'est-à-dire ralentit ou paralyse l'usine, mais c'est la même chose pour le CBD et c'est la même chose pour le millepertuis. Quand on traitait nos premiers patients sidéens, qui étaient atteints de sida, avec les antirétroviraux, c'était après une époque où il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions médicales. Donc évidemment, dans ces cas-là, que ce soit pour le Covid ou le sida, tout est vendu et tout est miracle. Et à l'époque, il y avait beaucoup de millepertuis. Et on s'est rendu compte que c'était une catastrophe absolue. Nos patients sidéens qui guérissaient réellement avec les premiers antirétroviraux revoyaient leur T4, il n'y avait pas encore de charge virale, mais revoyaient les lymphocytes s'écrouler
parce qu'ils pensaient que c'était bien de prendre en complément du millepertuis. Donc oui, attention pamplemousse, attention millepertuis et attention CBD pour les interactions médicamenteuses chez des patients qui sont intéressés par le CBD à cause de leur mal-être ou maladie chronique. Donc il y a souvent des médicaments qui sont pris. Information. Merci beaucoup. C'est la fin de notre conférence. Merci pour votre intervention à tous les trois. Merci pour vos questions et on vous donne rendez-vous encore aujourd'hui pour d'autres conférences. Merci.